Bienvenue à Planète Terre, bienvenue à cette nouvelle saison. Je suis heureux de vous retrouver avec nous pour une autre série d'entrevues. On va essayer de faire sens d'un monde qui change constamment sous nos yeux. Et nous allons d'abord nous arrêter un instant sur le président Obama. Comme vous le savez, les tambours de la campagne présidentielle deviennent assourdissants. Et nous allons faire le point sur ce qu'Obama a réalisé, ce qu'il n'a pas pu réaliser avec notre invité Charles Noble, qui est un politologue américain qui a participé à notre école d'été. Ensuite, on va parler de la classe moyenne qui est en train de se constituer en Chine. Qui est-elle? Comment s'est-elle constituée? Quel est son comportement politique? On en parle avec deux sinologues, Stéphanie Balme et Jean-François Huchet. Mais d'abord, quelle note donner au président Obama? De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Et comme promis, on va parler du président Obama. On va essayer d'en faire un bilan, puisque, comme vous le savez, les astres sont en train de s'aligner, surtout du côté républicain, pour l'élection présidentielle de l'an prochain, qui est déjà un sujet de conversation important et qui détermine un certain nombre de choix politiques. Alors donc, on pourrait dire que la période utile de l'administration Obama est un peu derrière nous, et maintenant, on est dans la période pré-électorale, pré-présidentielle. Et pour nous en parler, Charles Noble, merci beaucoup d'être là, Charles. Merci de m'avoir invité. Alors, Charles, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Californie à Long Beach. Oui. Vous avez co-dirigé cette année encore l'école d'été du Cerium sur les États-Unis. Vous avez écrit récemment un long essai en ligne, Goodbye to All That, au revoir à tout ça, les futurs possibles de l'État-providence américain. On mettra le lien sur la page de Planète Terre sur cerium.ca. Et bon, vous êtes à la fois quelqu'un de centre-gauche, donc vous avez des idées, vous avez des idéaux, vous avez une vue de ce que devraient être les États-Unis, et vous êtes politologue. Alors donc, vous êtes bicéphale, en fait, pour nous donner votre point de vue. D'abord, le point de vue du partisan, et ensuite le point de vue du politologue sur le bilan de l'administration Obama jusqu'à maintenant. Et à titre personnel, il faut admettre que j'ai fait des centaines de coups de fil pendant 2 mois de Californie aux États clés pour convaincre les électeurs. Et c'est magnifique, beaucoup d'espoir, comme on dit. Et vous avez réussi? Bien sûr, vous avez gagné l'élection. C'est ma réussite. C'est ça, 2008. Mais sans vous, bon, peut-être un peu moins. Donc, c'était vraiment magnifique comme expérience politique. Est-ce que vous l'aviez déjà fait pour un autre candidat démocrate? Oui, bien sûr, pour John Kerry. Okay. J'étais un peu plus réticent, mais j'étais très, très enthousiaste pour Obama à l'époque. Et comme militant ou partisan, je suis, il faut admettre, déçu. Comme militant. Parce que j'espérais qu'il aurait pu faire plus. C'est comme militant. Et chez nous, à table, il y a toujours ces discussions avec la famille, et ma femme et ma jeune fille. Toutes sont déçues, comme moi. Mais en même temps, je suis politologue. Et comme politologue, je comprends que la situation était assez difficile. Et je me demande s'il était en position de faire autrement. Et c'est pour moi, c'est le paradoxe. Déçu, mais aussi c'est assez compétition. Vous regardez ce que le président américain, dans les contraintes qui étaient devant lui, a réalisé, et le politologue dit, finalement, c'est pas si mal. Est-ce que c'est pas si mal ou c'est presque le maximum? Je crois que c'est presque le maximum, si on prend en compte l'économie. Et premièrement, il faut dire que quand il a été élu, l'économie n'était pas au fond. La crise continuait. L'économie se dégradait à travers un an après. Donc c'est une situation très, très difficile. Mais plus que l'économie, c'est la situation politique, l'opposition forte, unifiée, la levée de bouclier totale du Parti républicain, une opinion qui était assez méfiante de l'État, du libéralisme, un parti démocrate qui était assez divisé au sein, entre une aile modérée, une aile à gauche, un raz-de-marée de fond de la part des lobbies affectés par les projets de loi.
C'est vraiment un orage parfait, on dit en anglais, perfect storm, de facteurs qui s'opposent à la réussite, sa réussite. D'accord. Alors, prenons, vous avez fait dans votre conférence, et je vais m'inspirer un peu de ce que vous avez présenté aux étudiants, le bilan de ce qu'il a accompli et ce qu'il n'a pas réussi. Ouais. Bon, dans ce qu'il a accompli, vous dites le programme de relance économique. Oui, c'est impressionnant. C'est presque 800 milliards avec tous ces programmes sur l'éducation, sur la santé, la couverture des enfants défavorisés, l'infrastructure. C'est bon, c'est le plus grand paquet de relance, un programme de relance dans l'histoire. Évidemment, certains disent que ce n'était pas suffisant. Et d'autres disent il n'aurait pas pu réussir à en passer davantage. Il était au maximum. C'est une question de jugement. Ensuite, le sauvetage de l'industrie automobile. Une réussite. On va acheter des voitures américaines. À l'époque, c'était une possibilité de regarder disparaître. GM, Chrysler, Daimler, c'était un miracle. Mais aussi GM, maintenant c'est un peu compétitif. Et maintenant, avec la relance, je crois, on va voir s'accroître l'industrie automobile en Amérique. Alors, donc, ce que personne n'aurait dit donc, il y a 3 ans, et lorsque l'État américain a décidé d'investir dans ces deux compagnies, beaucoup de gens disaient qu'ils investissaient à perte. À perte, oui. Alors que tout a été remboursé avec des intérêts. Avec des intérêts. C'était rentable. Alors, une autre chose qui a été rentable à la fin, c'est la réforme du secteur financier. Oui. C'est-à-dire le sauvetage, d'abord. Il faut dire le sauvetage du secteur financier. Ouais. Et après, la réforme. La réforme. Le sauvetage. Oui, il y a des banques qui existent, qui demeurent, beaucoup de liquidités. Il y a une question si trop de banques restent des zombies, des morts vivants. Mais il y a un secteur financier maintenant qui est assez sain et qui est prêt à fonctionner et qui fait partie de la relance. Alors donc, l'argent qui a été prêté a été remboursé également avec un profit pour l'État, ce que personne ne donne le crédit à Obama pour avoir réussi ça. Tout le monde lui reproche d'avoir sauvé les banques sans suffisamment de contrepartie. Et la contrepartie aurait dû être la réforme du secteur financier pour empêcher une nouvelle crise. Et là, réforme, il y a eu. Oui, mais aussi, la critique a raison, mais le problème de trop gros pour faire faillite, c'était un problème pour la crise suivante. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Il y a des règles, bien sûr, mais ils sont assez légères. Mais on était surpris que... Alors, on dit la très grosse critique, c'est que lorsqu'il a sauvé les banques, il aurait dû les nationaliser, faire la réforme avec des banques qui étaient les siennes, de l'État, et ensuite les revendre. Et puisqu'il n'a pas fait ça, la réforme qu'il a fait passer, elle est timide, mais elle est au-delà de beaucoup d'espérance compte tenu de la résistance des banques. La nationalisation, je crois que ce n'était pas possible. Il faut reconnaître que le secteur financier a beaucoup de pouvoir politique. Aussi, il y a cette idéologie aux États-Unis, c'est très, très libre marché. Et déjà, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient qu'Obama était socialiste, communiste, fasciste. Avec la nationalisation des banques, ça aurait été la preuve. Oui, mais ils le disent de toute façon. Oui, bien sûr. En même temps, fasciste, communiste, socialiste. Oui. Et né en Kenya. Oui, c'est ça. Donc, quand même, programme de relance économique, sauvetage de l'industrie automobile, sauvetage de l'industrie financière, réforme partielle du secteur financier, réforme de la santé. La santé, très impressionnant, mais en même temps mitigé, parce que couverture presque universelle, mais les assureurs tiennent l'emprise sur le système. Et donc, à terme, on va voir la montée des prix, des coûts, des dépenses. Et en même temps, comme projet politique, c'était assez difficile parce que les vrais bénéficiaires de la réforme étaient les défavorisés et pas les moyennes classes. Il y a deux aspects de la réforme qui touchent les moyennes classes. La termination des plafonds à vie sur les coûts
sur les dépenses des assureurs. Les plafonds à vie, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain coût de remboursement de dépenses, l'assureur arrêtait de payer, peu importe votre état médical. Exactement. Si vous avez un cancer et les assureurs ont versé déjà 3 millions, ça dépend de votre police, ça suffit. Ça suffit. C'est à vous maintenant. Bon. Alors ça existait, maintenant ça n'existe plus. Oui, si la réforme continue. Oui. Et aussi les conditions préexistantes. Vous avez un fille ou une fille, ou vous êtes vous-même, on est malade avec une maladie. Alors, auparavant, l'assureur avait le droit de vous rejeter. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant de signer votre assurance avec nous, il y avait une condition médicale qui préexistait, donc vous n'êtes pas couvert. Et ça, c'est écarté. Bon, ensuite, dans ce qu'il a accompli, la réorientation de la politique militaire de l'Irak vers l'Afghanistan. Et maintenant, vers la retraite des troupes en Afghanistan. C'est une ouverture, c'est un début. On verra si on garde des milliers de troupes en Afghanistan. C'est une possibilité en changeant le cadre. Mais oui, c'était un changement, c'est vers un sens plus international, mettre l'accent sur la négociation. Oui, sur la politique multilatérale. Donc, c'était un engagement de campagne de se retirer de l'Irak, c'est à peu près fait. Il a tenu parole. De faire l'Afghanistan, il est en train de le faire, et c'est seulement après son élection qu'il a annoncé qu'il se retirerait de l'Afghanistan, ce qui est le débat. Bon, ça, c'est ce qu'il a essentiellement accompli. Maintenant, dans ce qu'il avait promis et qu'il n'a pas fait, vous dites d'abord la réforme du système éducatif. Oui, il y a le problème d'accès et aussi le financement des étudiants. Et c'est l'endettement des étudiants. Parce que maintenant, l'État fédéral dépense beaucoup de fric sur les bourses, mais c'est les prêts. Et les banques bénéficient plus que les étudiants des prêts. Ah oui. Et il a changé des aspects de ce système-là, mais le financement à base reste difficile, fragile, et les étudiants américains deviennent de plus en plus endettés. Ensuite, évidemment, la création d'une taxe carbone. Oui. Tout l'effort de changer le cap sur l'environnement a été opposé pour les républicains. C'était difficile. Aussi, il y a des démocrates qui viennent des circonscriptions où les intérêts de l'industrie pétrolière ou d'autres charbon existent et ils font beaucoup de pression sur ces représentants. Mais en un sens, il y avait un choix à faire. Il a dépensé beaucoup de capital politique sur la santé. Il a essayé de faire le carbone en même temps et la réforme du secteur financier en même temps dans les 2 premières années. Et là, il a manqué d'énergie. Il y a un moment où il n'y avait plus rien à dépenser. Et ça, c'est complètement mort, la taxe carbone. Ensuite, une promesse électorale avec un engagement pris presque le lendemain de son investiture, la fermeture de Guantanamo, cette fameuse prison-là, hors légalité américaine. Et je comprends sa décision de garder ouvert ce prison, mais je crois qu'il est coincé, parce qu'après avoir torturé ces personnes, c'est presque impossible de leur donner un vrai procès. Parce que toute l'évidence, maintenant, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible dans une cour régulière. Oui, dans une cour régulière. Donc, il serait libéré sur le territoire américain et les Américains ne peuvent pas tolérer qu'un terroriste accusé de terrorisme, même si ce n'est pas prouvé. Et aussi, il a suggéré de changer le lieu du prison. Pourquoi Cuba? Pourquoi pas Californie, ou mettre les prisonniers les plus dangereux dans les prisons fédéraux. Mais c'était un enjeu ridicule, parce que tous ces représentants ont dit non, pas dans ma circonscription. C'est ça. Donc, il n'y avait aucun État qui voulait recevoir la prison. Et ensuite, le Congrès a même refusé de financer le coût d'un transfert. Donc, ce n'est pas une absence de volonté politique de la part du président, mais c'est qu'on l'a empêché de le faire. Et c'est bizarre, parce qu'on garde Charles Manson en sécurité. Pourquoi pas ce dit terroriste? Et à Hannibal Lecter? Oui, exactement. Il est dans quelle prison, lui, déjà? Non, il est en Hollywood. Hollywood, c'est ça. Dans un studio. Ensuite,
Bon, vous dites ça, c'est bizarre. L'aide pour les familles en faillite à cause de leurs prêts hypothécaires. Je croyais qu'il y avait eu un très important programme de rachat des hypothèques. Très important, en principe. Oui. Presque personne n'a bénéficié. Comment ça? Les règles sont très, très difficiles. Les banques résistent. Et le diable est dans les détails ici. Parce que, par exemple, il faut rater 1, 2, 3 paiements avant d'entrer dans le programme. Okay. Mais après avoir raté ce paiement, on commence le processus d'expulsion. Alors, personne ne veut prendre le risque. Oui. OK, je vois. Et puis, vous dites mettre fin plus vite aux deux guerres. Oui. Et ça arrive. Je suis un peu surpris. Parce qu'il a agi très rapidement, je crois. Okay. Et maintenant, il y a cet refoulement contre son approche en Afghanistan, la retraite des troupes. Mais j'étais surpris et j'en suis content. Donc, il y a eu une phase extrêmement active, donc dès son élection, la première année, la deuxième année, sur la liste de ce qu'il a accompli. Et sur les tentatives, d'ailleurs, moi, j'ajouterais la réforme du Code du travail, où il a vraiment voulu même un peu s'inspirer du Code du travail québécois. Et là, c'était un échec complet aussi, malheureusement. Et on a dit, bon, ben, une des difficultés qu'il a eues, c'est la montée en puissance de la radicalisation de l'opinion qui est devenue très conservatrice. Et pourtant, lorsqu'on regarde les chiffres que vous nous montrez sur une période de 10 ans, de 2000 à 2009, les sondeurs demandent constamment aux Américains, êtes-vous conservateur, modéré ou libéral? C'est stable. Oui, c'est stable, la répartition entre les ailes, mais parmi la base républicaine, l'opinion se radicalise. Et c'est le Tea Party. C'est pas le Tea Party a convaincu les modérés ou les libéraux d'être plus conservateurs. C'est les conservateurs sont plus extrêmes et mobilisés. Mais pourquoi est-ce que les non-conservateurs, donc les modérés et les libéraux, n'ont pas été mobilisés par Obama pour l'appuyer? C'est le mystère. Et c'est la critique d'Obama de la part de la gauche. Parce qu'il n'a pas fait assez pour convaincre sa propre base, avec des programmes plus progressistes, en fait, qu'il fait des choses pour les classes moyennes. Par exemple, quand il est entré en office, c'est la réforme de la santé. Mais qui bénéficie de la réforme de la santé? C'est les défavorisés, c'est les classes populaires. Qui auraient bénéficié d'un programme qui avait fait face au chômage des classes moyennes? Mais il a concentré sur la santé, mais il n'a pas le chômage pendant tout le premier an. Alors, en même temps, on dit, il y a ça, mais aussi, il était aux prises avec une mission qui était peut-être impossible, parce que d'une part, dans l'électorat, effectivement, il y avait des majorités pour certaines réformes, mais ce n'est pas l'électorat avec lequel il devait composer, mais la Chambre des représentants, où même lorsque les démocrates avaient la majorité, il n'avait pas, lui, une majorité, parce que plusieurs démocrates ne voulaient pas le suivre, et au Sénat aussi. Deux choses. Il y a, je crois, à l'arrivée, il y a une grande majorité pragmatique aux États-Unis, entre les électeurs, parmi les électeurs. Mais dans la Chambre des représentants, au Sénat, il y a maintenant une forte polarisation entre les deux partis. Et c'est plus difficile à convaincre les représentants et les sénateurs que convaincre les électeurs. Donc, c'est presque impossible de promouvoir les projets de loi qui sont vraiment pas seulement progressistes, mais en fait à l'auteur des défis. Alors, il y a une autre difficulté dans l'opinion publique américaine, parce que, comme vous le dites, le Tea Party, les conservateurs se sont radicalisés et émettent avec une grande efficacité un discours contre l'État. Et le contre-discours favorable à l'État, en disant, écoutez, un instant, l'État a un rôle à jouer, il est un petit peu, freiné dans son efficacité par le fait que les Américains qui bénéficient des services de l'État pensent qu'ils n'en bénéficient pas. Expliquez-moi ça un peu. Il y a deux choses. Tout d'abord, c'est la méfiance de l'État qui est ancrée dans la culture américaine. C'est intéressant. Il n'y a pas vraiment un mot État
dans la culture politique américaine. C'est le gouvernement. Ils sont les politiciens. Il n'y a pas d'État dans State, c'est un mot communiste, non? Ou c'est l'État de Californie, l'État de New Jersey. Si on dit à quelqu'un, oh, le pouvoir de l'État, ça me rend fou, il pense immédiatement de son propre État. Donc, et les leaders sont les politiciens, tous corrompus. Cette méfiance est là et pour toujours. Mais le deuxième problème, c'est cette question de la reconnaissance des allocations qu'on touche. Si on demande à n'importe qui, par exemple, les fameuses town hall meetings, où une femme se plaignait contre son représentant démocrate, et elle lui a dit « Keep your hands off my Medicare ». Donc, l'État ne doit pas s'ingérer dans la santé publique. Oui, la santé publique qui est un programme d'État. C'est ça. Pour elle... mais il a répondu. Madame, vous savez que le Medicare, c'était un programme du gouvernement. Et elle lui a répondu, vous savez ce que je veux dire. Alors, il y a des chiffres là, que vous avancez. Le pourcentage de gens qui touchent le programme que je vais nommer, mais qui ne croient pas le toucher. Alors, 44 de ceux qui touchent la retraite d'État pensent que ce n'est pas de l'État. 43 de ceux qui reçoivent l'allocation de chômage, franchement, ils voient bien que c'est écrit gouvernement des États-Unis sur le chèque. 27 de ceux qui reçoivent l'assurance médicale pour les pauvres. 27 de ceux qui reçoivent l'aide sociale pensent que ça ne vient pas de l'État, et 25 de ceux qui reçoivent les bons alimentaires. Et moi, je me souviens très bien une entrevue à Fox News avec le fameux Glenn Beck, qui était l'intervieweur de droite, un acteur américain assez connu, mais dont là, le nom m'échappe pour l'instant, qui était de droite et qui disait, ben moi, par exemple, j'ai eu des années très, très difficiles. J'avais même des bons alimentaires, des food stamps, et personne ne m'a aidé. Et dans la phrase même, évidemment, il y avait le fait que l'État l'avait aidé. Mais il dit, personne ne m'a aidé, j'étais même au food stamps, donc l'État n'a pas à aider les autres maintenant qui sont en difficulté. C'est les faits qui les apportent. C'est un problème. C'est un problème avec les faits. Pour que les faits n'arrivent pas à s'imposer. Non, c'est un problème, mais c'est lié à ce que j'ai déjà dit, c'est la méfiance de l'État. Donc, si on croit que l'État est, au fond, une force hostile, négative, c'est pas possible que l'État vous aide. Donc, il faut changer la conception des électeurs, mais comment? Et c'est une déception. C'était son refus, le refus d'Obama de mettre en avant le rôle de l'État en principe, de l'expliquer, de le défendre, d'expliquer que c'est l'État qui vous donne ces choses. Les voies, le transport en commun, beaucoup d'hôpitaux, il y a des choses desquelles vous bénéficiez et ils sont grâce à l'État. Bon, par exemple, sur un autre point, on a dit, bon, Obama, cet extraordinaire orateur qui, une fois devenu président, s'est tourné vers le compromis parlementaire et a cessé pour une brève période, parce qu'ensuite, il a recommencé à faire des discours, mais justement, n'a pas défendu suffisamment certains principes. Par exemple, on a dit que sur la réforme de la santé, on l'avait dit, Charles, tout à l'heure, ben, ça aide surtout les pauvres, donc ceux... un Américain sur 7 qui n'avait pas de couverture médicale. C'est énorme. Mais à aucun moment n'a-t-on entendu Obama dire pourquoi il faut être pour ça? Ben, pour toutes les bonnes raisons que je vous ai dites, mais aussi par solidarité. J'appelle à la solidarité. Mais alors, il y a le contre-argument de dire oui, ce serait un bel argument de dire ça, mais plus il aurait dit ça, plus les Américains auraient dit ah, donc c'est pour aider les pauvres, donc pour aider les Noirs, donc je suis contre. Alors, qui avait raison là-dedans? Mais parce qu'il y a une autre chose. Après son élection, il y avait beaucoup de gens qui croyaient à l'époque que beaucoup d'électeurs lui ont apporté leur soutien à cause de sa race. Il a remporté... Parce qu'il était noir. C'est noir. C'est le moment qu'on a attendu depuis une centaine d'années. Mais en fait, il a perdu 1-2% à cause de sa race. Toutes les analyses chez les politologues démontrent clairement
que la race était un facteur négatif. Mhm. Donc, mais il en était conscient. Il en était conscient? Bien sûr, il a ses propres politologues. Ben oui. Et pour lui, s'il avançait dans ce voie-là... De la solidarité, ce serait un code pour aider les Noirs. Ouais, l'augmentation de l'État-providence, pas du tout. C'est un retour aux années 60 et les pires moments du libéralisme. Alors là, donc, on est dans la phase pré-électorale. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours des critiques, surtout, mais j'ai vu qu'il y avait de la critique à gauche et de la critique à droite, par exemple de David Frum, qui est un Canadien qui vit aux États-Unis, qui est un républicain lucide. Oui, lucide. Les gens le trouvent, comme il n'est pas avec le Tea Party. Il existe, qui dit c'est quand même extraordinaire parce que ce qui peut faire ou défaire Obama aux prochaines élections, c'est le taux de chômage. Ouais. Et les républicains ont réussi à imposer à Obama que le thème, ce n'est pas le chômage, le thème, c'est la dette et les déficits. Ouais. Et qu'Obama a accepté de dire que c'est ça le débat. Le débat, c'est la dette et le déficit. Ouais. Alors, le contre-argument, c'est de dire, de toute façon, il n'avait pas le choix, puisque, ayant perdu la majorité à la Chambre, aucun programme contre le chômage n'aurait été adopté. Alors, est-ce que c'est un cas de mission impossible? Oui, et aussi... C'est deux choses. C'est une chose culturelle. Aux États-Unis, la dette signifie quelque chose d'important. C'est la possibilité que l'État ait un facteur négatif. Et parce que c'est pas pour les projets. Quand on considère la dette fédérale, je trouve que les gens croient que c'est de l'argent gaspillé par les politiciens. C'est pas dépensé sur les projets. C'est pas pour relancer l'économie. C'est un gâchis total. Oui, c'est ça. Ça n'a servi à rien. Oui. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est selon les indépendants, les modérés, le budget compte pour beaucoup. Parce que pour eux, je crois que c'est une sorte de signe du comportement, des valeurs et du sérieux d'un président. Okay. Si le budget est équilibré ou non, c'est ça? Tout va bien. Okay. Mais parce que, encore, il n'y a pas une conception de l'État, une conception réaliste. C'est un symbole. Oui. Maintenant, le fait que la dette, bon, évidemment, le plan de relance a coûté cher, mais que les guerres républicaines ont coûté encore beaucoup plus cher. Donc, on l'a dit, le TARP, enfin, le bail-out financier a été remboursé, le bail-out automobile a été remboursé, la faiblesse de l'économie a fait en sorte qu'il y a moins de revenus, mais le fait que, en fait, ceux qui ont dépensé à perte, c'était les républicains sous Bush. On dit « unfunded wars ». Vous avez fait des guerres sans montrer d'où venaient les ressources. C'est complètement perdu dans le débat. Oui. Et même si on dit, regardez, c'est l'industrie automobile, c'est sauvé, et les prêts remboursés, personne ne le croit. Oui, ça, personne ne le croit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on dit dans le débat américain, oui, mais Bush est personnellement responsable, les républicains disent, oui, effectivement, il n'y a personne pour défendre Bush. Donc, c'est anti-Washington, c'est anti-Bush et anti-Obama. Et donc, mais effectivement, là, c'est un argument imparable. Mais ça nous retourne à cette question de la culture politique américaine et la méfiance de l'État et le manque d'une conception réaliste de la politique. Quelles sont vos prévisions, le partisan et le politologue, sur la présidentielle de 2012? Ça dépend, bien sûr, le choix des républicains dans les primaires. Soit Michel Romney, le robot. Michel Romney, l'ancien gouverneur du Massachusetts, qui est très présidentiable, avec une force économique. Soit Mme Bachmann. Mme Bachmann, qui représente le Tea Party. Le Tea Party. Et moi, la chose qui m'inquiète, je crois que les démocrates sous-estiment Michel Bachmann. Sous-estiment Michel Bachmann. Qu'il était en train déjà de changer son approche. Il y a 2 semaines, 3 semaines, Obama, il est fou, idiot, un socialiste, il est contre l'Amérique. Maintenant, non, un bon mec, mais pas à l'auteur de la crise. OK, elle se recentre, elle fait attention. Bon, mais selon vous, je suppose que vous souhaitez une réélection d'Obama?
Ouais. Bon, alors est-ce que c'est mieux pour sa réélection que ce soit Mitt Romney ou que ce soit Michelle Bachmann? Je suis un peu partagé. Je crois, tout le monde, tous les démocrates croient, bien sûr, Michelle Bachmann. Elle va rassembler un tiers de la population, des électeurs, sa base, et après ça, tous les indépendants vont fuir. Mais j'en suis pas certain. OK. Je crois que Romney va démobiliser sa base. Bien sûr, peut-être Romney sera meilleur comme adversaire pour Obama que Bachmann. On va s'en reparler d'ici là. Charles Noble, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait ce bilan. Et vous avez pensé à une page musicale pour clore votre propos. C'était une chanson des Staple Singers. C'était un groupe noir des années 70 et 80. Et le titre, c'est « I'll Take You There ». Je vais t'y emmener. Emmener où? Où ça dépend. Vous voulez aller. Mais c'était un sens optimiste, du leadership. C'était un groupe noir qui, à l'époque, plaisait aux Blancs. Et c'est un peu sexy, un peu spirituel. C'est ce mélange que je vois en Obama. D'accord. Merci encore, Charles Noble. Et merci à vous. Et on écoute, grâce à vous, les Staples qui chantent « I'll Take You There ». Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et aujourd'hui on parle de la classe moyenne chinoise, une espèce en voie de développement, avec deux invités. Stéphanie Balme, merci d'être là Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, vous avez été co-titulaire de l'école d'été sur la Chine au Cerium, et vous êtes chercheur à Sciences Po Paris, mais depuis plusieurs années, vous êtes détaché, délégué à Pékin, où vous dirigez un projet de recherche, enfin une équipe de recherche sur droit, justice et société. Et vous enseignez aussi aux étudiants chinois le droit constitutionnel et l'appareil judiciaire européen. Et l'autre co-titulaire de notre cours Chine cette année, Jean-François Huchet. Merci d'être là, Jean-François. Bonjour. Alors, Jean-François, vous avez été jusqu'à tout récemment directeur du Centre d'études de français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Combien d'années? 5 ans. 5 ans. Et vous apprêtez à prendre vos fonctions à titre de titulaire d'une chaire sur l'économie chinoise à l'INALCO, on appelle Langzhou, qui est l'Institut national français d'études sur les civilisations orientales. Alors vous, Jean-François, vous avez écrit récemment un bouquin qui s'appelle The New Great Game, le nouveau grand jeu, la Chine et l'Inde en Asie centrale, chez Macmillan Palgrave. Est-ce que vous travaillez sur une traduction? Non. Alors, on fait un appel. Tous les éditeurs qui sont à l'écoute, ce livre se cherche un traducteur. Et Stéphanie, vous avez écrit, entre autres choses, Idées reçues sur la Chine. C'est dans une collection au Cavalier Bleu. Et on demande aux éditeurs de ne pas l'acheter parce qu'une nouvelle version, revue et corrigée, sera bientôt en librairie. On vous en avisera. Bon, alors je vous ai réunis pour parler de la classe moyenne chinoise. Alors c'est la classe moyenne qui fait saliver toutes les entreprises occidentales et un certain nombre d'entreprises chinoises. Jean-François, vous avez fait une conférence spécifiquement à ce sujet pendant l'école et un élément qui m'a beaucoup frappé, et les autres étudiants aussi, c'est qu'il y a un genre de date de naissance de la classe moyenne chinoise, et c'est un jour de 1997 où le logement a été privatisé. Alors pourquoi est-ce que c'était si important? Oui, parce que c'est certainement un moment où il y a eu une redistribution de la richesse chinoise, de création même de richesse chinoise, en ayant privatisé le logement en Chine, en distribuant des logements qui appartenaient avant à l'État, aux différentes entreprises publiques. On les a distribués à des prix défiant toute concurrence, parfois 60, 70, 80% en dessous des prix du marché. En dessous des prix du marché, donc à 20 ou 30% de sa valeur réelle. Tout à fait. Ouais. Et donc, les gens sont devenus propriétaires
d'appartements qui parfois n'étaient pas en très bon état, mais parfois les entreprises avaient construit durant les 10 dernières années des appartements qui étaient aussi assez bien. Donc les gens sont devenus propriétaires et avec ça, eh bien, ils se sont constitués un patrimoine et ils ont pu aller voir des banques, faire des hypothèques et puis acheter d'autres appartements. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver des gens qui ont 2 appartements. Donc, pour bien comprendre, donc avant 97, ces Chinois étaient locataires de logements qui étaient propriétés de leur entreprise, de leur employeur. Tout à fait. Et là, ils deviennent propriétaires à bas coût. Et donc, ils ont un genre d'accumulation du capital d'origine avec lequel ils peuvent fructifier. Tout à fait. On louait à des prix extrêmement peu chers à l'époque, puisqu'il s'agissait peut-être de loyers de l'ordre de $1 canadien par mois, qu'on donnait presque de manière symbolique à l'unité de travail dans laquelle on avait un travail. Et donc, à partir de 97-98, ça a pris quand même 5 ans, hein, parce que c'était un parc immobilier qui était énorme. Tout ce parc a été en fait distribué à des prix quand même très abordables pour les gens qui habitaient dans ces appartements. Et donc il y a eu un effet de création de richesse très important à cette époque. Et on voit, quand les chiffres que vous avez donnés sur le patrimoine des Chinois et l'importance qu'ils ont, on voit que 60% de ceux qui sont décrits comme étant membres de la classe moyenne sont propriétaires, donc de leur appartement, de leur logement, mais ils ne paient en général sur leurs dépenses totales, alors qu'en Occident, 30%, 40% est dédié au logement. En Chine, enfin pour ces gens-là, c'est seulement 10%. Tout à fait. C'est très peu. Mais on a aujourd'hui, on a en Chine, dans les zones urbaines, un des taux les plus élevés de propriétaires. On est en train de comparer aujourd'hui les villes chinoises à Singapour, avec bien sûr toutes les implications que ça peut avoir sur le plan politique. Quand on est propriétaire, on devient parfois un peu plus conservateur, on a tendance à faire un peu plus attention. Mais c'est vrai que on en parle très peu souvent en fait, mais c'est une des réformes les plus importantes qui a été effectuée en Chine à la fin des années 90. Alors c'était pour des raisons économiques, on voulait dégraisser des entreprises de ce qui n'était pas lié à la production, mais Stéphanie Balme, la propriété, c'est pas une idée communiste, hein, c'est une idée au contraire, c'est à l'inverse. Alors là, on crée une classe de propriétaires qui ont des droits. On crée une classe de propriétaires d'abord, mais avant de penser qu'ils aient des droits. Donc c'est la stratégie, je crois, hein, de la part du gouvernement chinois, c'est celle d'acquérir d'abord beaucoup de légitimité par là, c'est-à-dire avoir... c'est vrai que quand on obtient un logement de son unité de travail, donc via l'État, en réalité, d'un coup d'un seul, le gouvernement vous semble au contraire respecter parfaitement ses idées socialistes et sa grande générosité de travailler pour le peuple, en réalité. Mais l'idée des droits, en fait, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée parce que va naître aussi, avec l'urbanisation, le phénomène des expropriations, des expropriations parfois extrêmement brutales, et où on s'est aperçu que la Chine, n'ayant pas de loi de la propriété avant 2007, le vide juridique qui existait faisait en sorte que, d'une certaine manière, certains avaient obtenu des logements et d'autres étaient en train de les perdre, et aussi obtenaient peu de compensation financière et donc étaient aussi exclus des centres des villes. Et c'est ces gens-là qui sont devenus les nouveaux banlieusards à la périphérie du Grand Pékin ou du Grand Shanghai. Donc la situation est contrastée quand même. Tout à fait, parce que donc, tous ces grands travaux d'infrastructure nécessitaient des expropriations massives. Et là, alors qu'avant 97, on aurait dit, bon, on déplace l'entreprise, on va vous loger ailleurs. Là, on détruisait un patrimoine que certains propriétaires avaient depuis peu. Et là, se posait la question, est-ce que j'ai un recours? D'une part, et puis d'autre part, tous les citoyens chinois n'étaient pas employés d'une entreprise d'État, hein, d'une Danwei. Donc ça laissait de côté tous les employés, tous les fonctionnaires qui appartenaient à des institutions à partir desquelles il n'y avait pas de logement, tous les petits entrepreneurs privés qui commençaient à se constituer en Chine. En fait, quand même, une grande majorité de gens qui ont, il me semble, hein, qui ont, eux, dû, par la force du poignet de leur travail, ce qu'on appelle soi-disant le miracle économique chinois, qui est surtout de la sueur et du travail des gens, qui, eux, ont dû travailler pour accéder au logement. Il me semble qu'aujourd'hui, la question du logement
il y a vraiment deux Chines dans le monde urbain. Il y a ceux qui sont propriétaires et les autres, et ceux qui aujourd'hui appartiennent à la nouvelle génération, aspirent à devenir propriétaires dans les très grandes villes comme Pékin ou Shanghai, sont dans une situation extrêmement compliquée parce que le logement est devenu très très cher pour ces gens-là. Voilà. Donc le pactole est passé en 97, mais depuis, le prix du logement a augmenté et l'accès à la propriété est devenu problématique. Oui, parce qu'on a souvent oublié cette histoire de privatisation initiale et de redistribution de la richesse. Donc on se pose souvent la question de savoir mais comment se fait-il que le logement est aussi élevé comparé aux années de salaire. Quand on fait des comparaisons internationales, on se rend compte qu'en Chine, on a dépassé aujourd'hui, parfois il faut 10 années de salaire pour acquérir un logement, ce qui sur le plan international des comparaisons est vraiment beaucoup. Mais on a oublié qu'on a eu pratiquement 60% de la population urbaine qui a reçu presque un cadeau de la part de l'État et qui donc avec ça peut aller acheter un deuxième logement. Donc les systèmes d'hypothèques, alors aujourd'hui sont beaucoup plus réglementés, mais il y a eu un moment au début des années 2000, en plein boom de la construction. Aujourd'hui, c'est en train de se calmer un petit peu dans certaines villes parce qu'on fait attention, justement, on veut plus de logements sociaux et moins de logements de luxe, de deuxième logement. C'est sûr qu'à un certain moment donné, les hypothèques marchaient très très bien. On allait voir les banques, on empruntait, puis on achetait un deuxième logement, un troisième logement. Alors, il faut dire le deuxième et troisième logement, c'est parce que les trois générations habitent dans le même premier logement. Donc, ce n'est pas une maison de campagne qu'on veut, c'est pouvoir placer les aînés ou les jeunes lorsqu'ils grandissent. Et vous me disiez qu'il y a à peu près, dans cette nouvelle classe moyenne, lorsque leurs enfants veulent acquérir une propriété, il est maintenant d'usage que les parents paient à peu près le tiers du dépôt pour l'achat de la maison. C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas reçu ce cadeau du Parti communiste à la fin des années 90, début des années 2000, sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile pour être des primo-accédants au marché de l'immobilier. Donc s'ils n'ont pas une aide des parents importante, ils ont beaucoup de difficultés avec leur salaire pour acquérir un logement. Donc souvent les parents essayent justement de se porter garant, d'apporter un peu d'argent sur les cautions, ou de donner justement une partie du prêt pour pouvoir négocier avec les banques. Stéphanie Bam, est-ce qu'il y a une conscience qu'on est dans une classe moyenne? Est-ce que c'est un phénomène qui est perçu comme la réussite individuelle de 2 ou 3 membres de la famille, ou est-ce qu'on commence à réfléchir en termes de classe moyenne? Est-ce que c'est même discuté en Chine, cette idée que la classe moyenne est en train de se constituer? Il me semble quand même, comme on évolue encore dans un État dont la philosophie officielle est celle du socialisme, du marxisme-léninisme et du socialisme, l'idée d'une classe moyenne qui sent bourgeoise et qui est moteur, en fait, dans la croissance économique et aussi dans, j'allais dire, la déclinaison de la culture quotidienne, contemporaine chinoise, forcément, c'est pas explicité comme ça. Alors, premier élément de réponse. Deuxième élément, est-ce que c'est vraiment perçu à titre individuel comme une ascension sociale ou plutôt une perspective de développement familial? Moi, j'opterais pour la seconde option. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vrai que c'est d'abord des logiques de réussite familiale. Alors, quand on vient juste de parler de l'immobilier, cet immobilier qui pose problème, justement, chez les primo-accédants, comme on dit, la façon de le régler aussi, c'est au moment du mariage. C'est pour ça que je pense à la famille, c'est-à-dire que la pression qui est exercée aujourd'hui sur les très jeunes et qui sont en train de se marier, c'est d'abord avoir accès à un logement. Il est évident que contracter aujourd'hui, se marier dans les grandes villes chinoises, c'est d'abord avoir eu la possibilité d'offrir à ses beaux-parents un logement ou d'offrir à son épouse un logement via ses beaux-parents, quoi. Donc en fait, il y a quand même encore l'idée d'une ascension sociale qui se fait dans le contexte familial. Mais c'est transitoire, c'est pas forcément matinée de culture chinoise, c'est-à-dire que c'est un moment de la transition chinoise. Parce qu'en fait, la prochaine génération de gens seront des enfants uniques hérités d'un ou deux logements. Eux, ils seront plus classe moyenne, mais classe supérieure, et eux seront dans une logique de développement individuel. En fait. D'accord. Mais donc, dans cette transition, vous dites, est-ce que la condition du mariage, c'est qu'un des époux dispose d'un logement? Que l'époux offre à son épouse. L'époux. Le masculin offre à son épouse un logement. Et doit le garantir à ses futurs beaux-parents. C'est-à-dire doit garantir à ses futurs beaux-parents qu'il offrera un toit à son épouse. Je vois. Intéressant. Donc c'est une pression considérable, notamment dans les grandes villes. Très bien. Alors, essayons de quantifier
donc, cette classe moyenne? On parle de combien de dizaines, centaines de millions de personnes? Je pense aujourd'hui que les estimations les plus sérieuses placent la classe moyenne chinoise aux environs de 200 millions de personnes, mais on a quand même beaucoup d'incertitudes sur tout ce qu'on appelle les revenus gris, voire noirs d'une partie de la population chinoise. Et d'autres estimations placeraient plutôt la barre aux alentours de 280, 290, voire même 300 millions de personnes. Millions. Lorsqu'on additionne les revenus licites et les revenus illicites. Tout à fait. Voilà. Et puis, bon, vous avez parlé de projections. Donc, Merrill Lynch qui dit qu'en 2016, on serait à 350 millions. McKinsey qui dit qu'en 2025, on serait à 520 millions. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle Amérique ou une nouvelle Europe en termes de nombres généraux. Mais lorsqu'on regarde de quel pouvoir d'achat il s'agit, on a une fourchette de 10 à 40 000 dollars américains en parité de pouvoir d'achat. On va dire, ben, c'est relativement peu. Entre 10 et 25 000 dollars américains, on ne considérait pas les Américains comme étant de classe moyenne. Tout à fait. Mais bon, on considère aussi en Chine qu'il y a, par exemple, cette particularité sur le logement, qu'il y a aussi quand même une possibilité de consommer un certain nombre de produits qui est beaucoup plus importante. Donc on considère quand même que cette catégorie de personnes, puis il y a différents moyens de définir aussi la classe moyenne. Il n'y a pas uniquement le critère économique, même s'il est important, il y a aussi les critères professionnels, d'éducation aussi. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question au moment des enquêtes, on pose la question aux gens, il y a même des gens qui ne répondent pas aux critères économiques, veulent appartenir à cette classe moyenne. Il y a énormément de personnes qui veulent appartenir à cette classe moyenne pour des raisons bien évidemment de statut qui va avec, ce dont parlait Stéphanie un peu tout à l'heure. Alors, je vais vous dire, moi, avec tous les chiffres qu'on a vus aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles la classe moyenne chinoise n'est pas encore une vraie classe moyenne, si on la compare à ses équivalents occidentaux, c'est qu'il n'y a que 30% de ses membres qui ont une carte de crédit, alors qu'ici, c'est 300%. Alors, chacun a 3 cartes de crédit. Alors, ce qui est intéressant, c'est le rapport de la classe moyenne à l'épargne et au crédit. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'épargne et relativement peu de crédit. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans la façon dont les Chinois abordent l'économie, leur économie individuelle? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le produit de décisions parfaitement raisonnables dans un contexte où, le système bancaire n'est pas très fiable, ou en tout cas est en train de se constituer, et où, la question de la sécurité sociale est une question très récente. Donc la mise en place d'une sécurité sociale aurait constituée, développée, efficace, etc., aurait des conséquences sur les taux d'épargne. Pour l'instant, les Chinois, quels qu'ils soient classe moyenne ou pauvres, doivent se préparer à l'éventualité d'avoir à payer des soins médicaux qui sont très très vite pas du tout maîtrisables et qui peuvent être l'équivalent de plusieurs années de salaire s'il y a une opération, etc. Donc c'est aussi la conséquence d'un système qui est en train de se mettre en place sur le plan bancaire et sur le plan de la sécurité sociale. Donc les soins médicaux qui ne sont pas couverts, la retraite. Oui. Bien sûr. Donc, on épargne pour pallier à l'inexistence du filet social ou son insuffisance. Et si les frais de scolarité sont en théorie gratuits, tous les cours privés nécessaires, particuliers, etc., que chaque enfant chinois au sein de la classe moyenne doit suivre, c'est extrêmement coûteux aussi et ça pèse comme une pression sur le budget familial. Alors, je vois dans ces chiffres, 55% des enfants de la classe moyenne étudient l'anglais à l'extérieur de l'école. Donc, ils ont des cours d'anglais pour beaucoup d'entre eux à l'école, mais en plus, et seulement 8% le piano. Alors qu'on avait dit que les jeunes Chinois devaient pratiquer le piano. Alors là, on voit qu'il va y avoir plus de locuteurs anglophones en Chine à un certain moment qu'en Europe. Qu'en Inde. C'est souvent la comparaison qu'on fait. On annonce qu'il y aura une meilleure qualité de l'anglais en Chine qu'en Inde, alors qu'on a souvent tendance justement à dire qu'un des avantages de l'Inde sur la scène internationale, c'est sa capacité des élites et des classes moyennes justement à parler anglais, mais ça risque peut-être de changer. Mais 8% qui font du piano, mais c'est sur des masses énormes, donc on aura toujours des très bons interprètes de piano qui vont arriver. Oui, et puis il y a une raison à ça, c'est qu'un piano c'est très coûteux. Par contre, combien font du violon ?
Combien font d'autres, combien suivent des cours avec des instruments qui sont extrêmement peu coûteux, maniables, faciles à porter, etc. Et il y a aussi tous les instruments chinois. Je suis absolument certaine qu'il n'y a pas que 8% des élèves qui apprennent la musique dans la classe moyenne. C'est même massif. Ça fait partie de la vie de la classe moyenne d'avoir de la musique à la maison, d'apprendre un instrument? Mais je pense aussi que c'est vraiment aussi, on est dans une société post-socialiste et sous la période, le grand moment communiste aussi, il y avait des organisations, la Ligue de jeunesse communiste, l'organisation de palais pour enfants, etc., comme il y en avait en Union soviétique, comme il y en avait dans les pays soviétiques, où il y avait l'organisation de la vie extrascolaire des enfants qui était prise en charge. Il y a toujours ces institutions qui restent là, plus le secteur privé qui se développe. Donc 8%, c'est sûr que c'est uniquement pour le piano, mais ce n'est pas révélateur de l'ensemble des activités extrascolaires. D'accord. Alors, il y a une question qui est toujours posée, évidemment, en sciences politiques. On dit la classe moyenne, la construction d'une classe moyenne, c'est le moment, la condition de l'avènement de la démocratie. Parce que voici un groupe clé dans la société qui veut la stabilité, qui veut le choix, qui ne se laisse pas dicter sa politique et qui a le niveau d'éducation nécessaire aussi pour remettre en cause les dictats de la monarchie ou du dictateur. Alors donc la question est posée. C'est un fait que se développe une classe moyenne éduquée en Chine. Est-ce qu'il y aura une conséquence politique? Pour l'instant, les différentes analyses qui ressortent, surtout d'ailleurs des sociologues et spécialistes de sciences politiques chinois, qui discutent beaucoup de cette question entre eux, avec des débats très vifs, estiment pour l'instant que la classe moyenne est plutôt conservatrice et quand même un produit justement du mode de croissance actuel, qu'elle a été en partie cooptée par le parti et donc elle serait plutôt un élément de stabilité du régime, voire même de frein pour un passage à la démocratie. Cela dit, on a peut-être tendance à tirer des conclusions un peu rapides sur ces questions. Et c'est vrai qu'on a aussi un caractère assez malléable de cette classe moyenne si jamais il y avait, par exemple, une crise économique, ou alors on voit tout à fait aujourd'hui un certain nombre de combats qui sont menés par certains groupes issus de la classe moyenne sur des questions liées à l'environnement, sur le respect d'un certain nombre de droits, notamment les questions d'associations de propriétaires, par exemple, qui se constituent. On voit qu'ils sont de plus en plus... qu'ils questionnent le gouvernement, qui parfois le prennent à partie. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'aube de quelque chose qui serait plus de l'ordre de la revendication politique? C'est encore difficile à dire, la frontière est encore assez floue, mais je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop rapides là-dessus et que si jamais on avait un accident de parcours de la Chine, on pourrait avoir un calcul assez rapide fait par cette classe moyenne qui pourrait... basculer, mais pas forcément aussi sur la démocratie. Il pourrait basculer aussi sur quelqu'un qui serait plus populiste. Donc il faut, je crois, se garder de tirer des conclusions trop hâtives là-dessus. Stéphanie Balme, votre avis là-dessus? Oui, enfin, je partage assez largement le point de vue de Jean-François. C'est vrai qu'en plus, on regarde l'histoire européenne et on sait bien que ce sont ou des aristocraties, ou des aristocrates, ou des lettrés qui sont à l'origine des grands mouvements de la pensée politique européenne et que cette classe moyenne chinoise qu'on décrit, c'est une classe moyenne ce sont les gagnants du système en réalité. Et puis ce que dit Jean-François est très juste, ils ont été cooptés par le parti. C'est-à-dire que depuis que le parti a redécidé de donner la possibilité aux entrepreneurs privés d'être membres du Parti communiste chinois et décide aussi assez intelligemment d'intégrer cette classe moyenne ainsi que la classe lettrée dans son système pour éviter qu'elle se développe à l'extérieur. Les éléments aujourd'hui n'existent pas pour expliquer que ça pourrait être une force de dissidence ou une force d'opposition. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas, s'ils constituaient une classe, ils n'auraient pas d'agenda politique propre, autre que celui de maintenir la stabilité et cette idée d'harmonie sociale. Là où ils peuvent se rejoindre avec des contestations qui sont exprimées par des gens qui n'appartiennent pas à la classe moyenne, je pense que c'est sur la question de la sécurité juridique. C'est plus que jamais des gens, comme beaucoup de gens au sein de la société chinoise, qui aspirent à une chose, la sécurité, et eux plus que d'autres, puisqu'ils pourraient perdre beaucoup de l'insécurité juridique et de l'arbitraire, en fait. Alors, est-ce que ça peut être générationnel? Donc, évidemment, cette classe moyenne, comme on l'a dit au début, a été créée grâce à l'État, donc elle doit son succès à l'État.
Mais les enfants sont d'une telle ingratitude, hein, on l'a vu aux États-Unis dans les années 60. Est-ce que là, il pourrait y avoir un découplage de ceux qui n'ont pas la mémoire de ce qui s'est produit avant et qui... Oui, je pense qu'il y a deux arguments forts qui vont à l'opposé de cet argument. Allez-y. Le premier, c'est que c'est quand même massivement dans les villes une génération d'enfants uniques. Oui. La génération de leurs parents, ce sont de leurs grands-parents et celle de la révolution culturelle, de leurs parents, celui des événements de 89. Ils ont été biberonnés, élevés, socialisés pour être apolitiques. Alors est-ce que pour chez certains, ils sont apolitiques? Pour l'instant, il est sûr qu'en plus dans les périodes de durcissement politique comme celle qu'on est en train de vivre, il est sûr qu'on vit plus facilement en Chine quand on ne s'intéresse pas à la politique. Ce qui est plus difficile, c'est que qu'est-ce qui est de la politique, qu'est-ce qui n'en est pas. Lorsque vous êtes commencé à défendre vos droits en utilisant la Constitution, potentiellement c'est de la politique, alors que vous êtes un citoyen, vous cherchez à être simplement un citoyen respectueux des lois. C'est pour ça que je parlais de sécurité juridique. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont été socialisés de telle façon qu'a priori, on pourrait dire, voilà, ce sont des gros bébés un peu apolitiques. En réalité, il y a quand même une élite parmi eux, il y a quand même des gens qui pensent bien, qui s'intéressent aux idées et pas uniquement à l'aspect matériel des choses. Beaucoup ont l'expérience de l'étranger. Et moi, je suis frappée de voir, certes, moi, j'évolue aussi face à un public de jeunes très bons, d'une élite intellectuelle précisément, mais ce sont tous des gens qui connaissent l'existence du prix Nobel de la paix, qui connaissent les grands débats à l'étranger, qui lisent Montesquieu. Disons qu'il y a aussi parmi cette génération des gens qui ont la tête bien faite et je pense qu'il faut leur faire confiance. Stéphanie Balme, Jean-François Huchet, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette classe moyenne. Alors, on va écouter un extrait de ce qu'écoutent en ce moment les jeunes de la classe moyenne chinoise. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca et d'ailleurs disponibles pour balado-diffusion sur le site iTunes. iTunes U pour université. À l'Université de Montréal, le Serium organise plusieurs activités. Vous allez en voir la liste, les heures, les locaux sur le site du Serium. Vous êtes bien sûr conviés. Et en terminant, je remercie l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Gueriev et Charlène Ricard. Et je vous retrouve la semaine prochaine.